Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des post-mortem, ou comment sortir heureux d'un carnage sans pour autant être psychopathe. Alors je me présente, je m'appelle Lise, je suis psychopathe, non pardon. Je suis développeuse chez Zenica. Et du coup, durant mes développements, etc., parfois je mets en production, je réalise un projet, je participe à une réunion, je développe une fonctionnalité. Parfois, ça se passe mal. D'ailleurs, ici, là, pour qui ce genre de choses, ça s'est déjà mal passé? Ok. Je vois que vous aussi, vous aimez les carnages, ça fait plaisir à voir. Et alors, quand il y a ce genre d'événement qui se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, surtout, on n'en parle pas. On n'en parle pas, histoire de bien garder tout ça pour nous et bien retasser dans notre tête tout ce qui ne va pas. Et comme on n'en parle pas avec d'autres personnes. Et du coup, on n'a pas toutes les infos. On va avoir une vue biaisée de ce qui s'est réellement passé. Et du fait de cette vue biaisée, on va tenir les autres pour responsables de ce qui s'est passé. Et finalement, on ne change rien. Et là, on a le parfait pongo pour que tout recommence, exactement pareil, voire pire, parce qu'en fait, il y aura eu un précédent. Et donc, avec un précédent, on va y avoir des a priori qui vont se former, on va réagir en fonction. Et alors, pour éviter ça, on organise un post-mortem. Mais alors, un post-mortem, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, un post-mortem, c'est un échange constructif, organisé à la suite d'un événement problématique. Alors, ça peut être toutes sortes d'événements, comme j'ai expliqué au début. C'est vraiment hyper large. L'objectif, ça va être de comprendre ce qui s'est passé, retracer des faits réels, pour éviter que ça recommence en s'améliorant, ou du moins que les conséquences soient moins graves, si on ne peut pas totalement éviter de nouveau le problème. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas déjà ce qu'on fait, un petit peu, s'améliorer et tout ça dans les rétrospectives agiles? Alors oui et non. Dans une rétro, on va travailler sur la dernière itération, et ça va être récurrent. On va, à chaque fin de sprint, parler du sprint d'avant. Alors que pour les post-mortem, c'est vraiment un événement distinct et ponctuel, quelque chose qui s'est vraiment mal passé à un moment donné. Et puis, il y a une autre différence qui porte sur les participants. Une rétrospective agile d'une équipe, c'est l'équipe qui va à la rétrospective, alors que pour un post-mortem, potentiellement, ça peut être tout le monde, toute la boîte, voire même des clients, suivant les sujets. Donc, c'est totalement différent de la typologie. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir inviter tout le monde à un post-mortem. Il va falloir inviter les personnes qui sont pertinentes, mais je vais en reparler. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est et à quoi ça sert, comment on fait ça? Parce que c'est bien beau là, on a un carnage sur les bras, il va falloir s'en occuper. Alors première chose, on planifie. Planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire fixer une date à laquelle on va faire le post-mortem, et inviter les intervenants. Au niveau de la date, moi je conseille pas trop tard, parce qu'on aura tout oublié. En fait, on n'aura plus en tête les événements. Et pas trop tôt, parce que les esprits, sinon, ils seront encore un peu échauffés. Donc c'est pas... on va pas avancer, quoi. Donc voilà, moi je conseille environ 2 semaines après. Je vous conseille aussi de consulter un petit peu les absences, les congés, etc. Pour justement inviter les personnes que vous voulez, des personnes qui sont pertinentes, des personnes qui sont impliquées dans l'événement à la base. Donc pas trop de monde, moi je conseille environ 8 personnes pour qu'on puisse avancer, maximum 8 personnes pour qu'on puisse avancer et on puisse aboutir sur des choses utiles. En termes de longueur de l'événement, je conseille entre 2 et 4 heures. C'est quelque chose c'est un atelier qu'il faut savoir qui est extrêmement chronophage, je vais y revenir aussi. Mais voilà, ça ne peut pas être fait en 1 heure, hop là, non, c'est pas possible. Minimum 2 heures, et 2 heures, c'est vraiment pas de charge avec des choses qui sont préparées en avance, etc.
Je vais y revenir aussi. Et faites des pauses aussi. C'est pas parce que ça dure 4 heures que vous êtes obligé d'y aller et tête baissée. Ensuite, deuxième chose qu'on va faire, c'est chercher à définir des rôles qui sont au nombre de 3. Alors, il va y avoir des rôles qu'on va pouvoir définir au moment de la réunion. Et il y a un rôle qu'on va devoir définir en avance. C'est notamment le cas pour le rôle de l'animateur. Donc le rôle de l'animateur, lui, son rôle, c'est d'animer l'échange, de faciliter, d'expliquer les choses, etc. C'est utile que ce soit une personne qui est extérieure à l'événement originel, parce qu'une personne qui est interne, qui est impliquée dans l'événement, il va y avoir des choses à dire. Et du coup, si l'animateur est parti pris du débat, bon... En termes d'animation, on ne sait pas trop ça. Donc prenez quelqu'un qui est vraiment extérieur à l'événement, voire un consultant pour ça, en fait, pour qu'il puisse, faire de son mieux le post-mortem. Et puis, le rôle animateur aussi, c'est de faire toute une préparation. Il y a une préparation pour le post-mortem. Voilà, des choses, j'y reviendrai, mais voilà, c'est son rôle notamment aussi de planifier, d'inviter les bonnes personnes, notamment. Deuxième rôle, le rôle du timekeeper. Alors lui, c'est le maître du temps. Il va essayer d'avertir suivant le temps qu'on passe sur certains ateliers, si on n'a pas passé trop de temps un petit peu à débattre d'un seul sujet alors qu'on a 15 derrière là. Donc il va falloir faire attention justement au temps puisque c'est chronophage. Dernier rôle, le rôle du scribe. Le scribe, lui, son rôle, ça va être de prendre des notes tout au long du post-mortem pour après former un compte-rendu. Alors ces rôles peuvent être combinés. Moi, je ne le conseille pas. C'est mieux de splitter chaque rôle, que ce soit des rôles disjoints. Il y en a qui vont être plus ou moins faciles à combiner. Par exemple, le timekeeper, ça peut être l'animateur qui le fait. Mais voilà, moi je conseille vraiment l'animateur peut être pris dans quelque chose et pas faire attention au temps. Donc vraiment pour que ce soit le top du top, des rôles disjoints. Alors ça y est, la réunion commence. La prochaine étape, ça va être de poser un cadre, c'est-à-dire définir les règles pertinentes avec les participants et des règles en fait où tout le monde va être d'accord pour s'y conformer et qui seront valables tout le long du post-mortem. Alors certaines règles peuvent être proposées en amont par l'animateur, ça fait aussi partie de sa prépa. Alors ce cadre, à quoi ça sert? Il sert tout simplement à expliquer certaines choses, par exemple notamment pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec l'exercice. On va pouvoir expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, donc rappeler l'objectif. On cherche à s'améliorer, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. On va pouvoir aussi rappeler qu'on est là pour critiquer les process de l'entreprise, on n'est pas là pour blâmer des personnes, critiquer des personnes. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, j'y reviendrai, mais on est là, si une personne a fait quelque chose à un moment donné, ok, certes, elle a fait ça, ça a cassé la prod, j'en sais rien, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce que derrière, il n'y a pas un problème autre qu'il a fait ça? Est-ce qu'il n'a pas fait ça parce que la documentation était mal faite? Est-ce qu'il n'a pas fait ça parce que, j'en sais rien, mais d'autres choses, creuser? Ça, c'est le rôle de l'animateur, et c'est extrêmement important d'aller dans le fond des choses et d'essayer de comprendre pour améliorer le fond du problème. Autre chose qui peut être dit durant ce cadre, c'est l'écoute active. Alors, il y a deux choses dans l'écoute active, il y a écoute et il y a active. Écoute, ça veut dire on s'écoute, on se laisse parler, on lève la main pour prendre la parole. Et active, ça veut dire qu'on est investi dans le post-mortem, on n'est pas juste là pour faire acte de présence, on n'est pas sur Slack, on n'est pas sur son téléphone, on est là et on participe. On essaye d'améliorer les choses. Alors ce cadre qu'on essaye de définir ensemble, les participants, au moment du début de la réunion, peuvent rajouter des règles proposées. Et à la fin, si tout le monde s'y conforme, dit « Ok, la réunion va se passer dans ce cadre-là », tout le monde s'y conforme et on se lance. Le but de définir un cadre, c'est finalement construire un environnement
qui va être sain pour que tout le monde puisse s'exprimer correctement et de manière bienveillante, que tout le monde puisse écouter et s'exprimer. Alors, une fois que tout le monde est d'accord sur ce cadre, on va pouvoir se lancer. C'est-à-dire la première étape, ça va être de revenir sur les faits. Des faits qui sont datés, qui sont objectifs, sans jugement, et chiffrés, des choses tangibles. Alors, on va venir placer sur une frise chronologique, soit au moment du post-mortem, de manière time-boxée, ou en amont, et ça va faire partie de la préparation de l'animateur, d'aller à la pêche aux infos, voilà, chez toutes les personnes, pour pouvoir construire cette frise chronologique. Et donc, du coup, là, on a notre animateur qui est allé à la pêche aux infos. Et pour nous, notre carnage, ça s'est déroulé de la manière suivante. Le 11 mars, à 15h10, on a une première alerte. Le premier cadavre, l'API ne répond plus. Le 11 mars, à 15h12, en fait, c'est 4 cadavres. Les applications front ne répondent plus non plus. Le 11 mars, à 15h15, l'investigation est lancée. Mobilisation de l'équipe pour trouver l'origine du problème. Le 11 mars, à 17h, le suspect est identifié. Une attaque DDoS est en cours. Et enfin, le 11 mars, à 18h, le suspect est en fuite. L'attaque DDoS a cessé. Alors, ici, on a placé des faits chronologiques avec des infos récupérées en avance. Mais c'est important quand même d'inviter les bonnes personnes lors du point, puisqu'on va pouvoir en rajouter si on a oublié des choses. Et là, typiquement, on avait oublié d'inviter, d'aller à la pêche aux infos chez l'équipe support. Et là, l'équipe support, elle nous apporte des informations complémentaires. On apprend que, en fait, le 11 mars, à 15h11, c'était la victime on savait déjà que la victime était introuvable. Les utilisateurs remontent au support des problèmes sur la plateforme. On apprend également que le 11 mars, à 16h10, les témoins s'accumulent. 2000 demandes support en 1 heure. Et enfin, le 12 mars, on fait le décompte des témoins. Au global, 3 millions d'utilisateurs impactés. Alors, ce qui est important de retenir dans cette phase de fait, c'est qu'on met que des choses factuelles. Des choses factuelles, personne ne peut réfuter ça. Il s'est passé ça, ça a été tracé, c'est factuel, c'est des chiffres, on les a dans nos outils, etc. On ne peut pas les réfuter. Autre chose d'important aussi, c'est que si quelqu'un avait dit à la place de investigation lancée ici, si quelqu'un avait dit l'investigation est tardive, on serait dans la subjectivité. C'est subjectif de dire l'investigation est tardive. C'est le rôle de l'animateur de se dire ok, non, elle est lancée à cette heure-là, voilà, ça c'est les faits. Donc sur tout un tas de choses, l'animateur va pouvoir recadrer dans cette partie-là tout ce qui est subjectif et pouvoir reformuler, aider à reformuler de manière objective pour que dans cette phase-là, on soit uniquement sur des choses factuelles. La phase suivante, ça va être une phase de ciblage. Parce qu'une fois qu'on a posé tous nos faits là, en fait, il y en a plein. On ne va pas pouvoir passer du temps sur tout. Il y a peut-être des endroits où ça se passe très bien, c'est nickel. Donc, on n'a pas trop intérêt à passer du temps dessus. Donc, par exemple, si on prend un système, donc le dot voting, ou vote par point, donc ce système, ça consiste à dire que chacun va pouvoir placer un point là où il pense que c'est le plus problématique. Donc chacun a, je sais pas, un nombre de points à définir entre vous, ou par l'animateur. Et du coup, là, on a 3 votes sur l'alerte du premier cadavre, 2 votes sur les témoins s'accumulent et 1 vote sur le décompte des témoins. Un autre système de vote, c'est le vote par émotion. En haut, on a nos événements. Et en dessous, on va venir mettre des emojis sur chacun des événements
pour savoir ce que ça nous fait, cet événement. Et donc finalement, on se rend compte qu'on a trois colonnes qui sont problématiques: investigation, identification du suspect et la fuite du suspect. Alors que la levée des alertes, tout va bien, c'est au beau fixe, donc on ne va pas passer du temps sur celle-ci, puisque en fait, tout va bien. L'étape suivante, ça va être une étape d'analyse, c'est-à-dire véritablement identifier les problèmes qui sont survenus. Alors ça, c'est une phase aussi qui est timeboxée, en raison de la masse de choses à faire. Alors il y a 3 méthodes qui existent, ou en tout cas que moi je connais, qui sont la méthode des 5 pourquoi ou analyse des causes racines, le diagramme en arête de poisson ou diagramme d'Ishikawa, et le troisième que j'appelle le dérivé de l'expérience map. L'objectif de cette phase d'analyse, ça va être de prendre chaque événement qui s'est passé et de le disséquer. Ok, il s'est passé ça. Pourquoi il s'est passé ça? Est-ce que c'est un manque d'outils, manque de temps, manque d'expertise, etc. Et de trouver une cause, bien sûr, sur laquelle on peut agir. Si on arrive à une cause qui dit il y a un nouveau concurrent sur le marché qui est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire pour le concurrent? Pas grand-chose, en fait. Il faut que ce soit des choses sur lesquelles on puisse agir. Alors, la première, les 5 pourquoi. L'objectif des 5 pourquoi, ça va être de venir poser donc la question pourquoi consécutivement 5 fois. Alors, on peut arriver à une chose avant les 5 pourquoi, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 5. Mais vous avez l'idée. Donc ça donne, avec notre problème initial, l'API ne répond plus. Pourquoi est-ce que l'API ne répond plus? Elle ne répond plus parce qu'il y a eu une attaque DDoS. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une attaque DDoS? Il y a eu une attaque DDoS parce qu'on n'a pas de CDN. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de CDN? Voilà. Donc après, l'idée, c'est de dire, manque de temps, manque d'argent, manque d'expertise. À vous de trouver. Ça peut être aussi la fin en soi, on n'a pas de CDN. À vous de voir. La deuxième méthode, le diagramme en arête de poisson. Je vous laisse comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier le problème et de le mettre ici, là, dans le triangle. Et ensuite, on se met d'accord sur les causes principales. Donc, par exemple, pour notre problème initial, 2000 demandes support en 1 heure, la cause principale numéro 1, c'était qu'il y avait une attaque de DDoS, donc 2000 demandes support en 1 heure. La cause principale numéro 2, on n'a pas donné d'informations aux utilisateurs, du coup, 2000 demandes support en 1 heure. La cause principale numéro 3, on a beaucoup d'utilisateurs, mathématiquement, 2000 demandes support en 1 heure. Et la cause principale numéro 4, la FAQ est incomplète, donc on a 2000 demandes support en 1 heure. Ensuite, la deuxième chose va consister à mettre des causes racines. Alors, soit on le fait en groupe, directement de manière timeboxée, ou alors on travaille chacun de son côté et après on met en commun. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on va découvrir ensemble que la cause racine de l'attaque DDoS, c'est l'absence de CDN. La cause racine du manque d'information d'utilisateur, c'est le manque d'outils et le fait qu'on n'ait personne pour le faire. La cause racine qu'on a beaucoup d'utilisateurs, c'est le succès et le service gratuit. Et pour la FAQ incomplète, la cause racine, ça va être le manque de temps. Donc ici, pareil, plein de causes racines. On ne va pas pouvoir passer du temps sur tout. Et du coup, on va venir voter sur nos causes racines qu'on trouve les plus pertinentes, les plus importantes. Donc on se rend compte qu'on a 3 votes sur l'absence de CDN, 2 votes sur le manque d'outils et 1 vote sur on n'a personne pour le faire. Troisième méthode, qui est le dérivé de l'expérience map. Alors normalement, l'expérience map, c'est un atelier UX, je ne sais pas si vous connaissez,
qui a plutôt pour but de déterminer les points de douleur sur un parcours utilisateur. Là, du coup, moi, je l'utilise pour trouver justement les points de douleur sur une frise chronologique. Du coup, on a nos émotions de tout à l'heure, et ensemble, on va venir essayer de comprendre, brainstormer un petit peu sur les problèmes qui peuvent se cacher derrière les différentes actions du début. Donc, par exemple, sur l'investigation, on va pouvoir dire que l'investigation est complexe, qu'on a un manque d'outillage. Sur l'identification du suspect, on va pouvoir dire qu'elle a été tardive et qu'on a laissé les utilisateurs sans information. Pour la fuite du suspect, on va pouvoir dire qu'il a été nécessaire que le suspect fuit pour qu'on ait pu remettre en service le système. Donc maintenant qu'on a fait toute notre analyse et qu'on a nos causes racines, on va venir solutionner. On va venir réfléchir aux solutions que peuvent nous apporter, que peut nous apporter ce post-mortem. Donc par exemple, avec la technique du brainstorming. Donc si on part de notre cause racine qu'on a laissé les utilisateurs sans information, on va pouvoir de manière time-boxée réfléchir ensemble sur ce qui aurait pu causer, ce qu'on peut solutionner par rapport à ça. Donc par exemple, on va dire que on peut avertir les gens par mail. On peut les avertir sur la plateforme. On peut les avertir sur les réseaux sociaux. On peut faire un avertissement qui se déclenche automatiquement. On peut recruter une personne dédiée pour faire cet avertissement. On veut que quelqu'un déjà en place s'en charge. Voilà, on réfléchit ensemble et ça va donner une immense bulle d'informations comme ça. Et pareil, on ne va pas pouvoir tout faire. D'autant plus que y a des choses qui se contredisent. Donc, on vote. Et donc, on a 2 votes sur avertir sur la plateforme, 2 votes sur que quelqu'un déjà en poste en charge, un vote sur avertir sur les réseaux sociaux et un vote sur faire un avertissement qui se déclenche automatiquement. Alors bien sûr, parfois, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas 15 000 solutions. Absence de CDN, mettre en place un CDN. Voilà. C'est bien aussi quand c'est simple. Et alors, si on était parti sur le dérivé de l'expérience map, on va avoir une dernière ligne qui s'ajoute, la ligne des améliorations. On va pouvoir réfléchir sur les améliorations qu'on va pouvoir apporter. Donc, par exemple, là, sur l'investigation, où on avait trouvé qu'elle était complexe et qu'on manquait d'outillage, on va pouvoir dire qu'on investit sur de l'outillage pour l'investigation. Là où on avait trouvé que l'identification du suspect était tardive, qu'on avait laissé les utilisateurs sans information, et là, on va se dire, OK, on met de l'information pour les utilisateurs. Et là où on avait trouvé qu'il avait été nécessaire que le suspect fuit pour qu'on puisse remettre en service le système, et là, pour le coup, on va s'outiller anti-DDoS. OK, alors maintenant, c'est bien, on a réfléchi, on a des solutions, c'est génial. Et voilà, on arrête. Non, il nous faut des actions, il nous faut des actions concrètes pour s'assurer que ces choses auxquelles on a pensé, c'est génial, mais il faut agir maintenant. Donc, on a des actions claires et précises sur ce qu'on veut faire. Mettre en place un CDN, ajouter un bandeau d'informations sur la plateforme, ajouter une entrée spécifique dans la FAQ. C'est clair, c'est précis, on sait ce qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est d'avoir un responsable sur l'action, mais attention, pas un responsable qui fait l'action, un responsable qui s'assure que l'action est faite. Ça peut être lui, bien sûr, qui fait la mise en place du CDN, mais ça peut ne pas l'être, et ça peut être juste le fait de s'assurer de sa faisabilité, de est-ce qu'il est fait, quoi. Donc, on a un responsable. Donc Annie pour mettre en place un CDN, Hervé pour ajouter un bandeau d'informations sur la plateforme, et Youssef pour ajouter une entrée spécifique dans la FAQ. Dernière chose, on a une date pour s'assurer de
qu'il y ait un suivi. La date, ça sert à quoi? Ça sert à avoir au moins une date pour s'assurer que le sujet avance. Voilà, tout simplement. Si on n'a pas de date, bah, potentiellement, c'est moins facile pour la personne qui est en charge du suivi de se dire « Ah, il faut que j'y pense ». Alors que si c'est avec une date précise, avec une échéance, au moins le suivi sera fait. Donc, pour Annie, pour mettre en place un CDN, c'est le prochain début de sprint. Pareil pour Hervé, le prochain début de sprint, pour ajouter le bandeau d'informations sur la plateforme. Et c'est la prochaine réunion support pour Youssef et ajouter une entrée spécifique dans la FAQ. Pour conclure, je voudrais dire que retenez dans tout ça, du post-mortem, c'est quoi le processus? D'abord, les faits. Des événements datés, objectifs et chiffrés sur une timeline. C'est très important de passer par une étape factuelle que personne ne peut réfuter. Comme ça, tout le monde part sur les mêmes bases et tout le monde, potentiellement, apprend qu'il s'est passé certaines choses. Ensuite, ciblez vos événements problématiques, soit par le dot voting, ou vote par point, ou le vote par émotion. Ensuite, passez par une phase d'analyse, avec la méthode des 5 pourquoi, les arêtes de poisson ou le dérivé de l'expérience map. Et enfin, solutionner, brainstormer ensemble, en équipe. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que les post-mortem, voilà, c'est chronophage. Ça prend du temps, donc c'est important de bien préparer. Le rôle de l'animateur est extrêmement important dans un post-mortem, non seulement pour sa préparation, comme je viens de le dire, mais aussi pour son animation. C'est important de bien recadrer sur, notamment dans la phase des faits, sur des choses qui doivent être objectives. Dans les phases de discussion aussi, on peut très vite dériver. C'est important aussi de savoir stopper à un moment donné et recadrer au bon moment pour revenir sur la discussion et voilà, pas qu'on dérive trop et pas qu'on prenne trop de temps sur un petit sujet, entre guillemets. Enfin, soyez doux avec les gens, durs avec les process. C'est ce que je disais au tout début. Les gens, ils vous ont rien fait. Ils veulent du bien pour l'entreprise, donc ils font le bien. Par contre, c'est les process qu'il y a derrière qui ne sont pas correctement... peuvent être améliorés. C'est à vous, justement, de découvrir qu'est-ce qui ne va pas dans ces process, de les creuser et de les améliorer, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas vos actions d'amélioration et un suivi de celles-ci, sinon tout ce que vous aurez fait dans l'atelier des post-mortem n'aura servi à rien, ce qui serait dommage. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur la loi de Pareto, qui dit que pour 20% d'efforts, vous aurez 80% de résultats, et pour 80% d'efforts, vous aurez 20% de résultats. Qu'est-ce que je veux bien dire par là? C'est qu'il faut bien cibler les événements qui vous semblent problématiques. Si vous prenez le truc qui a le plus d'impact, vous serez dans les 20% d'efforts, 80% de résultats. Alors que si vous ciblez des choses qui ne sont pas forcément importantes de prime abord, eh bien vous aurez 80% d'efforts pour 20% de résultats. Donc c'est très important de solutionner les réels problèmes. Je vous remercie. J'espère que maintenant vous sortirez heureux de vos carnages. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur le vocabulaire que j'utilise. Du coup, les carrelages, le sang, les post-mortem, tout ça. C'est un vocabulaire qui est un peu mortuaire. Moi, j'en joue dans mon talk, c'est fait exprès, si vous ne l'avez pas remarqué. Mais il faut faire extrêmement attention dans un post-mortem, parce qu'on est quand même sur un événement qui a une issue heureuse. Enfin, on s'améliore, voilà. Donc il faut faire attention sur ce vocabulaire-là lorsqu'on l'utilise. Et je peux prendre des questions, c'est fait exprès, il y a une bonne question, retour d'expérience sur comment se sont passés vos post-mortem ou vos carnages. Je prends, si vous avez fait ou pas des post-mortem.
Alors, il y a 2 questions. Vas-y. Combien de semaines? 2 semaines, ok. Ouais, tout à fait. Du coup, je répète, enfin, je traduis un petit peu. Du coup, on propose entre la période où le post-mortem est planifié et la fin de l'événement problématique, de noter chacun de son côté un petit peu tout ce qui s'est passé pour justement pas oublier. Parce que c'est vrai, moi je conseille 2 semaines, mais ça peut aller très vite. Des fois, on fait un truc le vendredi et le lundi, on a déjà oublié ce qu'on a fait le vendredi. Donc là, sur 2 semaines, c'est court, mais en même temps long pour certains détails. Donc oui, c'est très utile de noter chacun de son côté. C'était un bon réflexe du coup de, je sais pas, Product Owner, Scrum Master, Coach. Ok, ouais, en oubliant les faits, oui, c'est sûr qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vas-y. Oui, alors la question c'est, en termes de temps, il y a des choses qu'on ne règle pas en 1 heure, comment on fait, qu'est-ce qui vient s'entrecaler. Alors, en effet, on ne prend pas une décision comme ça de mettre en place un CDN. En revanche, on peut prendre l'action de se dire, OK, étudier le fait de mettre en place un CDN. Et aller demander aux différentes... je ne sais pas, moi, si vous êtes dans une entreprise qui a une grosse structure, que ce n'est pas vous qui allez mettre en place le CDN dans les faits, d'aller demander si c'est possible, l'équipe exploitation, enfin je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, il faut une action concrète de dire ok, on a eu ça comme problème, on va faire quelque chose à notre portée pour essayer de résoudre ce problème. Donc là, si c'est parler avec l'équipe exploitation pour voir si c'est possible de mettre en place un CDN, ben voilà, c'est ça l'action. Et puis oui, il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est utile de prioriser et de voter sur les choses qui nous semblent le plus importantes. Là, je vous donne un large panel. L'objectif aussi, c'est d'aller vers le plus important, et vous n'êtes pas obligé de traiter tous les événements, justement. Même ceux qui ont été votés, vous pouvez vous dire, on ne prend que les événements qui ont 5-6 votes, donc les trucs qui semblent le plus problématiques pour un grand nombre de personnes. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à diminuer le nombre de choses traitées. Mais en effet, on ne va pas pouvoir décider de certaines choses à mettre en place, surtout si on est dans une grosse structure. Une plus petite structure, on a plus d'action et de main sur, par exemple, la mise en place d'un CDN, par exemple. Mais ouais, dans une grosse structure, ça va demander tout de suite d'aller tirer des ficelles un petit peu partout. Donc c'est sûr, on n'est plus dans les mêmes échelles. Est-ce que ça répond à la question ou tu avais une autre question ? Alors ça, c'est des choses qu'il faut aller creuser par la suite. Comme j'ai dit, aller parler à l'équipe en place, aller parler à l'équipe exploitation, tout simplement, qui, elle, va avoir les connaissances nécessaires,
Voilà, dans une petite équipe de start-up, c'est tout à fait possible en fait. De se dire, alors oui, c'est le principe des actions. Hein. Il y en a des grosses, il y en a des petites. C'est comme ça. À un moment donné, si on a des problèmes, il faut se donner les moyens pour les résoudre. D'autres questions? Ou d'autres partages de connaissances, partage de retours d'expérience? Oui. La question, c'est quand on met des responsables sur les actions, et que le responsable est chargé de trouver justement un faiseur d'action, il ne les trouve pas, et donc comment on fait dans ces cas-là? En fait, moi j'ai beaucoup vu l'effet inverse, c'est que du coup, c'est les responsables qu'on mettait dessus, c'était à eux de faire l'action, et en fait souvent, il n'y a personne qui veut se porter responsable de l'action, parce que aucune personne n'a les connaissances pour le faire, ne veut faire ça parce qu'il faut aller parler au big boss, voilà, donc personne se sent légitime pour le faire. Donc, voilà, ce genre de problématique. Donc, avoir une personne qui est responsable du suivi, c'est déjà un premier pas pour se dire, ok, déjà, cette action, elle n'est pas dans le vent, quoi. Il va y avoir un suivi. Donc, c'est déjà une première étape. Et ensuite, comment faire en sorte que les personnes après responsables trouvent quelqu'un pour faire le job? Moi, je dirais dans un premier temps, trouver les personnes qui sont peut-être motivées, moteurs, qui ont les connaissances, aller toquer directement à leur porte, en fait, tout simplement. Ou si on n'arrive pas, essayer de le faire à plusieurs. C'est pas forcément une personne qui va être en charge de ça, en fait. Trouver un collectif, en fait, qui va pouvoir se lancer dans ce sujet. À plusieurs, on peut se motiver plus. Quelqu'un va pouvoir apporter des connaissances sur tel domaine, un autre sur tel autre, et voilà. Et tous ensemble, on va pouvoir construire quelque chose, tout simplement, et qui réponde du coup à l'action. Donc ça peut être un responsable. Lui, son but, c'est vraiment de s'assurer que c'est fait, d'aller toquer aux bonnes portes, de mettre en place quelque chose, une organisation qui puisse faire avancer finalement les choses. Donc peu importe sa manière, mais le but, c'est qu'il y ait un suivi derrière, et s'assurer qu'il y ait une amélioration pour plus que ça se reproduise, quoi. C'est ça le truc le plus problématique. Oui. Ok. Alors, est-ce que j'ai un template pour remplir, pour faire un post-mortem? Non, j'ai pas de template, surtout que j'adapte un petit peu. Là, j'ai présenté différents ateliers à chaque fois, et du coup, j'adapte en fait à chaque fois, suivant les personnes un petit peu qui viennent. S'il y a aussi des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées à la problématique, au fait de faire des post-mortem. Voilà, je vais prendre des ateliers qui sont un peu plus faciles à aborder, des choses comme ça. En fait, je vais vraiment adapter au sujet, à la population invitée, etc. Et j'ai pas forcément de template. Voilà, moi c'est ce que j'ai présenté là. J'utilise des outils comme Miro ou des choses comme ça pour en tout cas faire l'atelier. Et après le compte rendu, c'est à part sur un outil classique de. Un post-mortem? Ouais. Tu voudrais un arbre décisionnaire pour savoir quand est-ce qu'on fait.
C'est intéressant comme question. Oui. Ce genre de choses existe pas de manière générale. Les organisations, on en fait ça, par exemple, on a des critères écrits de déclenchement de certaines actions, alarme, détonage, missile, donc il y a des règles comme ça. Dans une autre entreprise, je viens d'en discuter avec un ingénieur de Cloudflare sur justement les critères de déclenchement d'une alarme DDoS avec Cloudflare. Alors, à l'époque, c'était quand ça dépassait 10 gigabits par seconde. En dessous, c'était ignoré. Pour moi, ça peut être ignoré. Toute organisation dépend de critères comme ça, qui dépendent d'une activité. Ouais, alors on peut avoir en effet ce genre de process dans la boîte, de se dire quand il se passe tel truc, on déclenche tel truc, etc. Souvent, moi je vois les post-mortem émerger, soit où quand c'est énorme et genre, il se passe une mise en production qui se passe mal, et on sait direct que bim, là il va falloir un post-mortem, ça c'est assez obvious. Sinon, en général, quand je sens qu'il va falloir un post-mortem, c'est qu'il y a les esprits commencent un petit peu à s'échauffer, et soit frontalement, soit un petit peu de manière cachée, mais en tout cas, ça sent un petit peu que voilà, il y a des choses qui, si on continue et si on ne fait pas de post-mortem, ça va aggraver les choses. Donc ça, c'est plutôt du feeling un petit peu. Et sinon, quand on fait des rétros en équipe, parfois on passe un petit peu plus de temps sur un sujet, à parler d'une fonctionnalité qui s'est mal passée, etc. Justement, pour moi, c'est le rôle de l'animateur de dire et de proposer, là, on prend du temps un petit peu sur la rétro, est-ce que ça ne vous dirait pas de faire un post-mortem sur le sujet, en invitant telle personne d'une équipe d'à côté, parce qu'elle a participé à cette problématique. Voilà. C'est un petit peu aussi à ce moment-là où si on passe trop de temps en rétro sur un sujet, où il faut se dire il y a peut-être un truc à faire sur le sujet en dehors de la rétro classique, on va dire. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Oui. Oui, en effet, ça peut être fait à la demande du client, voire sans demande explicite. C'est plutôt de demande implicite. Si une entreprise fournit un service de manière publique, entre guillemets, et qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, genre un incendie dans les locaux d'une célèbre entreprise, eh bien là, les utilisateurs vont s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de communiqué à ce sujet, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment les équipes derrière ont pris des actions pour résoudre et ne plus que ça se reproduise. Voilà, les utilisateurs vont être en demande de ce genre de retour. Et donc c'est un petit peu le même principe, c'est des demandes implicites et là c'est explicite directement, mais ça marche aussi. Et voilà, communiquer dessus. Ça me semble quelque chose qui est, notamment quand c'est une entreprise publique ou qui a des clients, en tout cas, ça me semble important, si ça a impacté les clients, de communiquer envers eux sur ce qui s'est passé et quelles sont les améliorations qui vont avoir lieu et quelles sont les actions. Oui. Oui, en effet, on pourrait imaginer une dernière action, un dernier élément qui serait de dire, OK, est-ce qu'on a bien empêché qu'une attaque DDoS se passe? Est-ce qu'on a bien empêché? Là,
sur le cas de l'attaque DDoS, par exemple, on est dépendant d'une activité extérieure. Il faut qu'il y ait une autre attaque DDoS qui se passe, à moins qu'on engage une entreprise pour justement simuler cette attaque DDoS et vérifier qu'on a bien pris les actions qu'il fallait. Mais en effet, c'est une très bonne remarque. Tester un petit peu ce qu'on a amélioré, ça permettrait de s'assurer que ce qu'on fait, c'est utile, tout simplement, et qu'on a pris les bonnes décisions, qu'on a ciblé les bonnes choses, et sinon, il y a peut-être un sinon, de se dire qu'il faut revoir notre post-mortem, et que la solution qu'on avait ciblée n'est peut-être pas la meilleure, et de reprendre les actions qu'on avait dans un premier temps mises de côté. Merci.